Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un plaisir renouvelé que je vous accueille ce matin dans notre maison de l'assurance historique, mais entièrement rénovée. Merci d'être là, aussi nombreux, aussi fidèles. Et le titre que nous avons choisi pour cette édition 2026 dit en 5 mots ce que nous vivons collectivement. Protéger aujourd'hui pour construire demain. 5 mots qui résument notre métier, notre engagement et le défi que nous partageons avec les Français. Car si notre mission première, c'est de réparer la grêle sur le toit, l'accident sur la route, la maladie qui s'installe, notre vocation véritable, c'est de permettre à chacun de se projeter dans l'avenir, d'investir, de bâtir. Et c'est précisément cette complémentarité entre le court terme et le long terme que nous voulons illustrer ce matin. Nous sommes une profession ancrée dans l'instant, un nouveau sinistre géré toutes les 2 secondes. Et en même temps, des investisseurs structurellement tournés vers l'avenir. Protéger aujourd'hui, construire demain. Revenons maintenant sur 2025. En 2025, l'ordre mondial a été profondément ébranlé, avec une intensification des conflits entre grandes puissances et un affaiblissement des mécanismes de régulation multilatéraux. L'enlisement en Ukraine et au Moyen-Orient s'est poursuivi, et en parallèle, nous avons assisté à une généralisation des guerres hybrides, avec cyberattaques et désinformation dopée à l'intelligence artificielle. Les risques s'accroissent, les risques s'hybrident, et ils se renforcent mutuellement. Le dérèglement climatique ne désarme pas, lui non plus. 2025 a été la 3e année la plus chaude. Et pour la 6e année consécutive, dans le monde, les dommages assurés liés aux événements climatiques ont dépassé les 100 milliards de dollars. Le dérèglement climatique n'est plus seulement un risque de demain, c'est aussi la réalité d'aujourd'hui. Dans cet environnement, l'économie mondiale en 2025 a été marquée par une incertitude qui a atteint des sommets inédits depuis 1990. Incertitude alimentée en particulier par l'annonce des droits de douane du président Trump au début du mois d'avril. Même si, fait remarquable, l'impact de ces droits de douane sur la croissance ne semble pas s'être matérialisé en 2025. La croissance mondiale s'est en effet établie à 2,8%, 2,2% pour les États-Unis, 1,4% pour la zone euro. Et les économistes sont formels. L'horizon reste préoccupant. Zoomons maintenant sur la France. La France, c'est la mauvaise élève de l'Europe, avec un déficit public dépassant les 5% du PIB, une dette qui dépasse les 115% du PIB. Elle se distingue, mais pas dans le bon sens. Et cette situation a des conséquences très concrètes. Le coût de l'emprunt est parmi les plus élevés de la zone euro. Une bonne nouvelle, malgré tout, l'inflation a été maîtrisée à moins de 1%. Mais cette baisse de l'inflation ne doit pas faire illusion. Elle ne s'est pas traduite par une baisse des prix. Les fortes hausses des années précédentes n'ont pas été effacées. Et pour l'assurance, la dynamique des coûts de réparation demeure nettement plus forte que celle du niveau général des prix. Cette dynamique renchérit les coûts des sinistres et pèse donc directement sur le prix des contrats pour les Français. Nous y reviendrons. Autre enjeu capital, la France vieillit. En 2025, pour la première fois de son histoire récente, elle a enregistré plus de décès que de naissances. C'est une bascule aux multiples conséquences que nous détaillerons un peu plus loin. Alors comment les Français vivent-ils tout cela? Comment se projettent-ils dans l'avenir? Selon notre étude ELAB réalisée en mars 2026, 84% des Français se disent inquiets pour la situation du pays à horizon de 2 ans. Et à horizon de 10 ans, ils sont encore 80% à être inquiets. Autrement dit, le temps long inquiète autant que le court terme. Et ce sentiment de vulnérabilité ne se limite pas aux citoyens. Les collectivités territoriales partagent cette anxiété. 63% d'entre elles se disent inquiètes
pour leur situation à 2 ans et leur inquiétude se maintient à horizon de 10 ans, ce qui traduit la conscience aiguë que les défis structurels s'accumulent. Et nous, assureurs, nos experts sont eux aussi majoritairement inquiets de la situation du pays à horizon de 2 ans, mais à horizon de 10 ans, leur niveau d'inquiétude baisse. J'y vois 2 explications. D'abord, l'horizon des risques ne cesse de se raccourcir. En moyenne, plus de 80% des assureurs considèrent que les principaux risques, donc cyber, climat, risques politiques, sont des risques de court terme inférieurs à 2 ans. Ensuite, les assureurs, spécialistes de la gestion des risques, ont peut-être davantage le souvenir du temps long et des défis collectifs que nous avons su relever. Ils distinguent la crise de court terme de la résilience de long terme. Et c'est exactement ce que nous voulons illustrer ce matin. Premier effet de ce contexte d'incertitude, les Français épargnent. L'envie d'épargne des ménages français est au plus haut depuis 1973. Pourquoi 73 ? Parce que c'est la date d'origine de la série statistique. Concrètement, le taux d'épargne des ménages dépasse légèrement 18% en 2025. Le taux d'épargne financière s'établit quant à lui à un peu plus de 9%. Des niveaux comparables à ceux de l'Allemagne, et les Européens en moyenne épargnent beaucoup. Cette épargne a trouvé en 2025 un débouché privilégié avec l'assurance vie. Ainsi, l'épargne brute des ménages français a atteint 347 milliards d'euros. Après les investissements immobiliers neufs, il restait 185 milliards d'euros de capacité de placement financier. Et c'est l'assurance vie qui en a capté la part la plus importante avec 81 milliards d'euros, devançant les titres et les autres placements réglementés. Pourquoi cet engouement ? Parce que les Français cherchent un produit d'épargne à la fois flexible, protecteur, performant par rapport aux autres placements du marché. Et c'est le cas, avec un rendement net de plus de 3% en 2025, très largement supérieur à l'inflation. 2,6% sur les fonds euros, 4,7% sur les unités de compte. Ainsi, les cotisations en assurance vie se sont élevées à 192 milliards d'euros en 2025, en hausse de 10% par rapport à 2024. La dynamique concerne à la fois les fonds euros en hausse de 8% et les unités de compte en hausse de 13%. La collecte nette, quant à elle, ressort à quasiment 51 milliards d'euros en 2025, en hausse de 22 milliards par rapport à 2024. C'est la collecte nette la plus élevée depuis 15 ans. L'encours total de l'assurance vie atteint désormais 2107 milliards d'euros, soit plus du double de ce qu'il était en 2005. La part des unités de compte représente 32% de cet encours contre 19% il y a 20 ans. L'assurance vie se transforme, s'adapte et demeure le placement préféré des Français, ce dont je me réjouis. Mais l'assurance vie, ce n'est pas seulement un produit d'épargne, c'est un vecteur d'investissement qui irrigue l'ensemble de l'économie pour financer la croissance et l'emploi, en un mot, l'avenir. Et c'est là que notre rôle prend une toute autre dimension. En 2025, le montant total placé par les assureurs français, vie et non-vie, tangente les 2800 milliards d'euros. C'est l'équivalent de 93% du PIB français. En 20 ans, ce montant a plus que doublé. Et la part consacrée au financement des entreprises est passée de 53% en 2005 à 64% aujourd'hui. Les assureurs, grâce à l'argent confié par les épargnants, sont devenus l'un des premiers investisseurs de long terme de l'économie productive française. Géographiquement, 80% de ces investissements sont réalisés en zone euro et 52%, soit 1434 milliards d'euros, sont placés directement en France. Preuve que nous jouons résolument la carte de la souveraineté économique nationale et européenne. Plus précisément, quasiment 850 milliards d'euros sont placés dans les entreprises françaises,
finançant 80 000 entreprises en direct sur l'ensemble du territoire, à 45% en obligations, 15% en immobilier d'entreprise et 40% en actions. À propos d'actions, j'en profite pour vous dire quelque chose que vous n'avez peut-être pas complètement en tête. L'assurance vie est le principal vecteur de détention d'actions cotées par les ménages. 458 milliards d'euros d'actions cotées détenues via l'assurance vie. C'est 4 fois plus que ce qui est détenu via le PEA. Enfin, tous ces investissements soutiennent concrètement des composantes majeures du tissu économique français. Plus de 50 milliards d'euros pour l'énergie, plus de 50 milliards pour l'industrie, plus de 30 milliards pour le transport. Les assureurs sont des piliers de long terme pour notre économie. J'en viens maintenant à notre modèle social, un enjeu sociétal majeur puisque 90% des Français y sont attachés. Et je dois commencer par rappeler un constat difficile. Nous avons un problème de financement de notre modèle social. Un problème budgétaire de court terme évident, comme nous avons pu le constater dans la séquence budgétaire passée, mais également un problème de long terme, structurel, profond, lié à la démographie. Les projections du Conseil d'orientation des retraites sont claires. Le déficit des régimes de retraite atteindra en moyenne, à l'horizon 2070, 1,4% du PIB. Mais le tableau est encore plus préoccupant sur la sécurité sociale, et j'insiste sur ce point, trop souvent éclipsé par le seul débat sur les retraites. Le déficit de la sécurité sociale pourrait, à législation constante, se creuser de façon abyssale pour atteindre près de 9% du PIB en 2070, dont 6,8% pour la seule branche maladie, alimentée en particulier par le vieillissement de la population. Nous nous devons d'apporter des solutions. Il faut dire que dans une logique court-termiste, les pouvoirs publics, quant à eux, font le choix de la facilité avec le levier fiscal. En effet, les produits d'assurance offrent une base d'imposition large sur des activités qui, par nature, ne sont pas délocalisables. En outre, la collecte de ces impôts et taxes est facile parce qu'elle s'appuie sur un nombre restreint d'acteurs très supervisés. Tout cela concourt à faire de la fiscalité un levier privilégié par le législateur. En 2025, ce sont 36 milliards d'euros d'impôts et de taxes qui ont été collectés sur le secteur de l'assurance et sur les assurés. C'est précisément dans ce contexte que la loi de financement de la sécurité sociale 2026 a instauré une fois encore une taxe exceptionnelle et, nouveauté, un gel des tarifs des complémentaires santé. Or, nous l'avons dit avec force, cette dernière décision est anticonstitutionnelle. Elle porte atteinte à la liberté contractuelle, à la garantie des droits. Elle contrevient au droit national et européen, notamment Solvabilité 2, et elle est inapplicable. Alors justement, parlons santé. Les complémentaires santé prennent en charge 36 milliards d'euros de la consommation de soins et de biens médicaux. C'est quasiment 14% du total. Un montant en hausse de 5% en 2024, alors que la part de la sécurité sociale ne progresse que de 3%. Je vous rappelle que 96% des Français sont couverts par une complémentaire santé. Nous assurons 48% des soins dentaires, 48% en audiologie et 68% en optique. Mais cette contribution croissante s'effectue dans un contexte de déséquilibre structurel. Entre 2020 et 2024, le coût des prestations en santé a augmenté de près de 24% en cumulé. Les cotisations ont quant à elles progressé de près de 22% sur la même période. Quelles sont les solutions les plus pérennes, les plus structurelles face à cette équation déficitaire ? Première proposition évidente, la lutte contre la fraude. Sur ce point, nous saluons le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, et en particulier son article 5, qui établit une base légale pour l'échange de données entre l'assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé.
C'est le fruit d'un travail collectif mené avec la CNIL, avec la FIPS, la FNMF et la Sécurité sociale. Mais maintenant, il faut le faire adopter, ce projet de loi. Tout le monde sera gagnant, seuls les fraudeurs ont à y perdre. C'est selon moi la mesure prioritaire. Par ailleurs, nous proposons de refondre le contrat responsable pour laisser plus de place à la prévention, comme avec le programme MT dans tous les ans, un véritable succès coporté par la sécurité sociale et les complémentaires santé. En prévoyance, la situation reste sous tension. Le nombre de jours d'arrêt de travail pris en charge par la sécurité sociale a atteint 422 millions en 2025. Les complémentaires santé ont versé plus de 7 milliards d'euros de compléments d'indemnité journalière. Et le poids des arrêts de plus de 3 mois ne cesse de croître, représentant 64,3% des dépenses contre 60,7% en 2014. Sur ce point, précisément, les assureurs se mobilisent en proposant des solutions d'accompagnement au retour à l'emploi après un arrêt long ou en participant activement à la grande cause nationale 2025 de la santé mentale. Le tableau d'ensemble est éloquent. Les prestations en santé et prévoyance ont progressé de 30% en 3 ans contre 24% pour les cotisations. Le défi du financement de notre modèle social, c'est aussi le sujet des retraites. Et les Français l'ont compris de longue date en investissant massivement dans l'assurance vie, qui constitue bien souvent un capital pour la retraite. Et depuis la loi Pacte, votée en 2019, le plan d'épargne retraite flèche encore plus explicitement leur épargne vers cet objectif, et c'est un vif succès. Le marché des PER commercialisés par les entreprises d'assurance a enregistré 1 million d'assurés supplémentaires en 2025. La collecte nette des PER assurantiels s'établit à 11 milliards d'euros en 2025. Les organismes d'assurance franchissent le cap des 100 milliards d'euros d'encours, soit 78% des 141 milliards gérés au total. Fait remarquable, 30% des souscripteurs individuels ont moins de 40 ans. La jeune génération prend en main sa retraite supplémentaire. C'est une très bonne nouvelle pour eux et pour le financement de l'économie, et donc il faut les y aider. Et pour cela, nous proposons de démocratiser l'épargne retraite sans coût pour les finances publiques et sans renchérir le coût du travail. Nous proposons d'allouer tout ou partie de l'intéressement et de la participation au compartiment rente du PER. Nous proposons également de mettre en place un PER dans toutes les entreprises de plus de 10 salariés sans obligation de versement. Et les fonds ainsi collectés, fléchés vers du long terme, contribueraient au financement de notre modèle social. En effet, globalement, les assureurs investissent 345 milliards d'euros dans les administrations publiques françaises. Nous finançons à hauteur de 10% la dette de l'État, soit plus de 22% de la part détenue par les résidents. La boucle est bouclée. Protéger aujourd'hui pour construire demain, c'est en particulier relever le défi du climat, car le dérèglement climatique transforme en profondeur la vie des Français. À l'horizon 2100, les projections sont claires. Paris aura le climat de Montpellier, Marseille celui de Séville. Cette situation se traduit à court terme très concrètement par la survenance d'événements climatiques plus intenses et plus fréquents, de véritables drames humains pour lesquels les assureurs interviennent au plus près des sinistrés. En 2025, le coût des événements naturels en France a atteint 5,2 milliards d'euros. C'est dans la moyenne de 2020-2025, mais c'est très supérieur aux moyennes précédentes. Ce coût s'explique principalement par la grêle, avec 2,2 milliards d'euros intégralement à la charge des assureurs, puisque hors du régime des catastrophes naturelles. 2025 est la deuxième année la plus coûteuse après 2022 et depuis le début des mesures en 1984. 2 tiers de nos communes ont été touchées, certaines
jusqu'à 17 fois dans l'année. On ne peut parler de 2025 sans évoquer le cyclone Garance à La Réunion, pour lequel la totalité des communes du département a été retenue en état de catastrophe naturelle. Son coût total est estimé à près de 400 millions d'euros. La sécheresse 2025, quant à elle, frôle le milliard d'euros, un retour en force après une année 2024 très pluvieuse. Et vous le savez, sur ce risque, les assureurs ont misé sur la prévention et sur le long terme. Notre projet Initiative Sécheresse pour améliorer la résilience du bâti avance. La totalité des diagnostics de prévention a été réalisée et 120 des 200 maisons à réparer sont instrumentées. Face à ce risque climatique, les assureurs agissent également sur le long terme. En 5 ans, l'investissement vert des assureurs français a presque doublé pour atteindre 200 milliards d'euros fin 2024. Nous détenons près de 23% des obligations souveraines vertes françaises. Ce n'est pas un discours, ce sont des investissements réels, mesurables, engagés. J'en viens maintenant aux autres risques du quotidien. Je vais passer assez vite sur les chiffres parce que vous les retrouverez tous dans le document complet qui vous sera remis à l'issue de cette présentation. Sur les incendies en habitation, la fréquence recule tendanciellement avec une baisse de près de 1% en 2025, mais le coût moyen a bondi de 12% sur l'année et de 118% en 20 ans. Sur les dégâts des eaux, la fréquence est en baisse en 2025, moins 13%, après une année 2024, rappelez-vous, marquée par d'importantes précipitations. Le coût moyen est quant à lui resté stable. Venons-en maintenant à l'automobile. On en a déjà parlé l'année dernière avec l'anniversaire de la loi Badinter. Les sinistres corporels ne représentent toujours que 2% des sinistres, mais 35% du coût total. Et nous continuons de nous mobiliser sur ce sujet crucial. Sur les sinistres matériels, la fréquence est en baisse de 2%, mais le coût moyen a encore augmenté de plus 5,3%. Ce coût a progressé plus de 2 fois plus vite que l'inflation en 20 ans. Et la raison est structurelle. En 10 ans, le coût des pièces de rechange a augmenté de 85%, tandis que le coût de la main-d'œuvre et le coût de la peinture ont bondi respectivement de 67% et de 46%. Et l'électrification du parc va accentuer le phénomène. Les véhicules électriques sont en moyenne 11% plus coûteux à indemniser, toutes garanties confondues. Plus 14% sur la garantie dommage, plus 28% sur le bris de glace. Mais le passage à l'électrique est une nécessité pour lutter contre le réchauffement climatique dont nous constatons année après année les effets délétères. C'est donc en responsabilité et pour préparer l'avenir que nous avons annoncé l'élaboration d'un indice de réparabilité des véhicules électriques confié à SRA. Cet indice sera visible et compréhensible par le consommateur dès la sortie d'un nouveau modèle de voiture. En assurance des professionnels et des entreprises, la sinistralité recule en 2025 après une année 2024 tristement exceptionnelle, marquée, rappelez-vous, par les émeutes en Nouvelle-Calédonie. Cette sinistralité 2025 atteint tout de même 11,8 milliards d'euros, soit 25% au-dessus de la moyenne des 10 dernières années. Les sinistres graves hors climatique s'élèvent à 935 millions d'euros. Citons par exemple l'incendie de l'usine de retraitement de déchets à Paris le 7 avril, qui a coûté à lui seul plus de 50 millions d'euros. Sur le cyber, le nombre de contrats cyberpurs est en hausse de 11% en 2025, en progression tout particulièrement sur les PME. Et c'est une bonne nouvelle, la prévention joue son rôle. Néanmoins, l'ANSSI et cybermalveillance observent toujours un niveau de cybermenace élevé. Les assureurs le constatent aussi et échangent avec les autorités pour faire prendre conscience au tissu économique de sa vulnérabilité. L'objectif étant d'élever encore le niveau de prévention.
Même constat chez les collectivités territoriales qui classent le risque cyber en tête de leurs préoccupations selon Ipsos. Mais paradoxe, chez celles qui ne sont pas couvertes pour ce risque, la principale raison invoquée, à 37%, est l'absence de nécessité perçue. Permettez-moi de m'attarder un instant sur les collectivités territoriales. En 2025, nous avons agi sur 2 temporalités. Sur le temps court et politique, la mise en place de la cellule Collective Assure, qui a permis de répondre aux besoins d'accompagnement d'un certain nombre de collectivités dans leur recherche de couverture. Par ailleurs, la mise à jour du guide des marchés publics d'assurance des collectivités a permis de desserrer les contraintes sur ce marché. Sur le temps long, nous concentrons nos efforts à la mise en place d'une réelle culture du risque et de la prévention. Et l'une des premières étapes a été la rédaction de fiches dédiées à la prévention, dont une sur le risque cyber, à paraître prochainement. Ce travail d'acculturation au risque sera de longue haleine et nous le menons avec l'ensemble de l'écosystème, comme l'Association des maires de France. Par ailleurs, le déploiement de notre réseau territorial apportera aussi, j'en suis certaine, un précieux éclairage sur les problématiques locales et permettra toujours plus de partage avec les élus locaux. Après les différentes composantes de l'assurance de biens et de responsabilité, regardons maintenant globalement les résultats, et notamment le ratio combiné qui s'établit à 98,2%. La situation est en fait contrastée. L'automobile se dégrade à 101,3%, tandis que celui des dommages aux biens des particuliers s'améliore à 97,3%, ainsi que celui des autres branches à 95,8%, porté en partie par l'effet prime lié à l'augmentation de la surprime CatNat au 1er janvier. Les Français ont besoin d'assurance dans leur quotidien et l'assurance est un service de proximité. 97% de la population française réside à moins de 5 km d'une offre d'assurance. Nous comptons plus de 300 000 personnes travaillant dans l'assurance. À chaque coin de rue, dans chaque bourg de France, il y a un assureur. Et au moment où l'emploi salarié privé dans son ensemble ralentit, l'assurance recrute. Nous sommes un secteur qui crée de l'emploi avec une attention constante pour l'égalité des chances et l'égalité entre les femmes et les hommes, comme en témoigne la signature de nombreux accords avec nos partenaires sociaux. La France a besoin d'assurance et l'assurance française y répond tellement bien qu'elle est le premier marché européen. C'est une force, conservons-la. Force aussi du côté de notre solvabilité, ce qui nous permet d'envisager l'avenir avec confiance. En non-vie, le ratio atteint 282%, en vie et mixte 231%. Nous sommes très largement au-dessus des exigences réglementaires. La robustesse, ce n'est pas juste un chiffre, c'est la condition de notre promesse. Un assureur se doit d'être là quand son assuré en a besoin. Je veux dire ceci simplement. L'assurance est une force stabilisatrice. Quand tout vacille, nous sommes là. Quand les risques se rapprochent, nous les anticipons. Quand l'avenir inquiète, nous aidons à le préparer. La France a besoin d'assurance sur le court terme comme sur le long terme. Et les assureurs sont là pour répondre aux grands enjeux de notre temps. Je vous remercie.